Réserve d'eau, de nourriture, axe de circulation, source de richesse, protection naturelle. La Seine a permis à Paris d'être la ville qu'elle est aujourd'hui. Mais la Seine n'a pas toujours été qu'une alliée. Dans Paris, la Seine fait près de 13 km de long, avec une profondeur variant entre 3,40 m et 5,70 m. Elle est traversée par 37 ponts, dont 4 passerelles accessibles uniquement aux piétons. Elle a été et est toujours au cœur du développement de Paris. Les Nautes, la puissante corporation des bateliers, en firent très tôt le cœur économique de la cité. Mais la Seine est aussi un fleuve capricieux, large, soumis à un bassin immense. Et en 1910, elle va rappeler à Paris une vérité oubliée. La ville s'est construite sur un fleuve vivant. De tout temps, la Seine a connu des crues. Dès 585, une chronique de Grégoire de Tours relate une inondation catastrophique. La 8e année du roi Childebert, la veille des calendes de février, le 31 janvier, les cours des eaux débordèrent d'une manière insolite. C'est ainsi que la Seine et la Marne provoquèrent une telle inondation autour de Paris que souvent des naufrages se produisirent entre la cité et la basilique de Saint-Laurent. Les inondations à Paris sont considérées graves quand les eaux atteignent une hauteur de 6 mètres au-dessus du zéro de l'échelle du pont de la Tournelle. Depuis 1854, les crues de la Seine sont surveillées, mesurées, anticipées parfois 2 à 3 jours à l'avance. Les ingénieurs savent, les autorités savent. Confiante dans son progrès technique, Paris se croit protégé. Le 19e siècle a transformé la Seine. On l'a canalisée, endiguée, corsetée. On a construit des quais hauts, creusé des égouts, percé le métro sous son lit. La ville s'est rapprochée du fleuve, sans toujours respecter sa logique naturelle. L'hiver 1910 est long, humide, inquiétant. La Seine monte. Le 20 janvier, toute navigation est interrompue. Le fleuve n'est plus une voie, il devient une menace. On lit dans la Petite République du 22 janvier « Cette crue de la Seine menace d'être la plus forte qu'on ait jamais enregistrée à Paris, et sa rapidité est telle qu'on peut l'évaluer à environ 10 cm à l'heure. L'eau a maintenant envahi tous les ports, noyé la plupart des bureaux de douane ou de navigation installés sur les quais, entraîné une certaine quantité de marchandises et détérioré le reste, ou à peu près. » Le 22 janvier, les infiltrations commencent. Les berges sont envahies. L'eau s'insinue par les égouts, remonte dans les caves, pénètre le métro. Au palais de justice, on relève jusqu'à 2 mètres d'eau dans les sous-sols. Certains Parisiens regardent l'eau monter dans la fosse aux ours du jardin des plantes. On s'amuse encore. On ne comprend pas encore ce qui arrive. Le 23 janvier, la cote atteint 7,30 mètres. Les tramways électriques s'arrêtent. Le métro cesse de fonctionner. Le chantier du Nord-Sud, future ligne 12, est noyé par une rupture d'égout. Le 24 janvier, au Pont Royal, on mesure 7,65 m. Les chemins de fer arrêtent le trafic. Le téléphone est interrompu. Paris commence à se fragmenter. Les 26 et 27 janvier, la Seine dépasse les 8 mètres. Les quartiers bas sont sous l'eau. Bercy, Auteuil, Grenelle, le quai d'Orsay. Des ouvriers essaient de protéger le musée du Louvre avec des sacs de ciment. Le 28 janvier 1910 marque le pic. 8,48 m au pont de la Tournelle, 9,40 m au pont Royal, 8,62 m au pont d'Austerlitz. L'estacade cède. La violence du fleuve détruit les ouvrages temporaires. Des ponts sont barrés. Paris est coupé en morceaux. Ce même jour, la place de l'Opéra s'effondre. Le sous-sol, fragilisé par l'eau, ne tient plus. Et lorsque la décrue commence le 29 janvier, elle provoque autant de dégâts que la montée. Aspiration, affaissement,
rupture. 4 quartiers ouvriers des anciens faubourgs sont inondés. Dans le 15e, les quartiers Javel et Grenelle. Dans le 12e, le quartier des 15-20. Et dans le 13e, le quartier de la Gare. Dans le 7e, les Invalides et Saint-Thomas d'Aquin, quartiers plus aisés, sont inondés. Rive droite, la place du Havre est devenue un lac. Les inondations dans le 8e et le 9e se font surtout dans les caves. Face à la catastrophe, l'État réagit. L'armée est mobilisée, les troupes ferment les ponts, construisent des digues, installent des passerelles. Les sapeurs et les pontonniers deviennent essentiels. Toutes les embarcations sont réquisitionnées. À Paris, tout se fait désormais en bateau. Ravitaillement, secours, évacuation, déménagement. Aristide Briand, président du Conseil, accompagné du préfet Lépine, parcourt les quartiers inondés en barque. Le pouvoir se montre au cœur de l'eau. La solidarité est immense. La Croix-Rouge s'organise en distribuant des repas aux sinistrés. 300 malades sont évacués de l'hôpital Boucicaut. Les voisins s'entraident, Paris tient, et dans la durée, car le phénomène ne dure pas qu'une semaine. Contrairement à l'image figée que l'on garde, la crue de 1910 n'est pas un événement unique. Il y a en réalité 3 crues successives. Du 17 au 28 janvier, la plus importante. Du 1er au 26 février, avec une décrue temporaire le 17. Et du 2 au 15 mars. La Seine ne rentre réellement dans son lit qu'à la fin mars. Et ce n'est que le 4 avril 1910 que le métro reprend son service normal. Au total, 720 hectares de Paris auront été inondés. La Seine se serait formée en 12 000 avant Jésus-Christ. La crue de 1910 n'est pas une anomalie. Elle suit le cours naturel du fleuve, retrouvant même le tracé d'anciens méandres. Dès l'Antiquité, le fleuve s'étalait largement, longeant Belleville et Montmartre. Il s'est ensuite resserré, contraint par l'urbanisation. L'ingénieur Eugène Belgrand avait préconisé de nombreuses mesures préventives. Elles ne seront jamais pleinement appliquées. Des choix techniques vont se révéler également catastrophiques. Les compagnies de chemin de fer ont obtenu l'autorisation de construire 2 lignes le long de la Seine, rive gauche. Le 25 janvier 1910, elles sont sous 5 mètres d'eau. La crue de 1910 est le résultat d'une combinaison rare. L'année 1909 est extrêmement pluvieuse, les sols sont saturés. L'automne a été froid, favorisant l'accumulation de neige. En janvier 1910, la douceur de l'air provoque une fonte rapide. À partir du 17 janvier, une dépression affecte les îles Britanniques et la mer du Nord. Les pluies deviennent continues jusqu'à la fin mars. Les affluents entrent alors en jeu. D'abord les rivières du Morvan, puis la Haute-Seine depuis le plateau langrois. Enfin, le Grand et le Petit Morin. Chaque apport empêche la décrue. Le fleuve est maintenu en état de crue maximale. Après 1910, si la presse n'en parle plus, Paris n'oublie pas vraiment. On installe des plaques de crue vendues aux propriétaires pour marquer le niveau atteint par l'eau. Rue de Charenton, à l'hôpital des 15-20, une plaque de 1910 côtoie celle de 1740. Depuis, des barrages-réservoirs ont été construits. Mais ces barrages n'auraient pas suffi pour éviter la crue de 1910. Même si les outils de prévision sont plus performants, le risque zéro n'existe pas. La Seine reste un fleuve large, puissant. Et quand elle sort de son lit, elle ne fait que reprendre sa place. Il existe aujourd'hui des plans de prévention des risques naturels qui cartographient les zones à risque et réglementent l'occupation des sols. Le risque d'inondation concerne tous les arrondissements parisiens, à l'exception toutefois des 14e, 17e, 18e, 19e et 20e. Comprendre les crues de la Seine, et notamment celle centennale de 1910, c'est accepter que l'histoire urbaine soit aussi une histoire naturelle, et que Paris, malgré son apparente maîtrise, reste une ville fragile. Nous nous retrouvons prochainement pour de prochains épisodes de Chroniques parisiennes.